Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Delavier. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va, ça va. C'est l'été, il fait beau. C'est bien. Ouais, ouais, ouais. Alors, première question classique, est-ce que tu pourrais te présenter et parler un peu de ton parcours? Bah, j'ai un parcours extrêmement long et parce que je suis pas jeune d'abord. Donc moi, j'ai commencé la musculation très jeune en complément judo. Ensuite, bah, j'étais meilleur en muscu. J'étais bon en judo, mais j'avais plus de plaisir en muscu. Puis je performais bien. J'étais bon en force. Donc j'ai, je me suis orienté progressivement vers la force, où je suis allé en championnat de France, j'ai fait deuxième. J'ai pas une morphologie extra au niveau osseux, mais j'ai un bon influx nerveux et j'ai une bonne réaction sous les barres. Donc du coup, bah, j'ai fait ça. J'ai fait pas mal de compétitions. Niveau national, hein, j'ai pas été international. Je me suis arrêté avant et heureusement, je me suis blessé un peu à l'épaule, pas grand-chose, mais et du coup, comme j'avais du boulot à côté, comme ça prenait, j'étais indépendant, j'étais pas chez mes parents, je pouvais pas avoir une réelle vie d'athlète qui demande beaucoup de sacrifices de temps et d'argent aussi pour la nutrition. Alors à l'époque, les nutritions étaient quand même moins bien, mais c'est pas évident, tu vois, quand tu es seul à subvenir à tes besoins, à payer ton loyer. Donc après, je me suis toujours intéressé à la muscu. Parallèlement, je travaillais et je dessinais. Alors, j'étais dessinateur, illustrateur à l'époque où il n'y avait pas d'infographie, hein. Donc ordinateur, tout ça. Je travaillais pour la pub, pour les magazines de jeux vidéo aussi, où je faisais les couvertures des magazines. Et j'ai pas mal bossé pour la pub, mais après j'en ai eu marre, il y a la guerre du Golfe. Donc la première, je me souviens plus si c'était la première ou la seconde, la première guerre du Golfe. Et après, il y a eu un effondrement total du milieu de la publicité. Donc j'ai pris la crise. Alors, j'étais jeune, hein, j'avais 20 ans, un truc comme ça, 22 ans, 21 ans. 22 ans, j'ai pris la crise dans la gueule et bah, je me suis retrouvé un peu dans la merde. Et puis là, bah, j'ai rencontré un pote qui m'a dit qu'il y avait des cours aux Beaux-Arts. Je faisais de la muscu, moi, tout le temps, hein. J'avais arrêté la compétition, mais je faisais beaucoup de musculation, puisque je dessinais, je faisais de la muscu. Et je suis allé au cours d'Anat des Beaux-Arts, qui était tenu par Jean-François Debord, et qui était un des meilleurs, bah, d'ailleurs, qui est encore un des meilleurs au monde, hein. Il n'est pas encore mort. Il est vieux, il doit avoir, je sais pas, dans les 90 ans, pas loin. Et il avait une formation formidable, formation de type Renaissance, où on apprenait à dessiner en faisant les squelettes et en retapant tous les muscles par-dessus. Donc on travaillait, on faisait des reconstitutions humaines en passant de la structure osseuse, en rajoutant les fascias, les muscles, les tendons et la graisse. Et ça, j'ai fait sa formation à peu près 9 ans. En général, les cycles aux Beaux-Arts, c'est 3 ans. Alors, je ne suis pas diplômé des Beaux-Arts puisque j'étais un auditeur libre et donc il acceptait des gens de partout dans sa dans sa classe, hein. On avait des gens célèbres de la photographie, du dessin, qui n'étaient pas des Beaux-Arts, qui venaient étudier là-bas, puis c'était le meilleur mondial. Il n'y avait pas internet, hein, comme il y a maintenant. Et en parallèlement, comme il y avait tout le gratin de l'anatomie et de l'art qui était dans son cours et les gens ne le savaient pas et pourtant c'était gratuit, hein, comme quoi on peut encore trouver des trucs intéressants à l'époque, hein, j'étais jeune. Et j'ai rencontré Dominique Bastian, qui a été un de mes formateurs aussi, qui était prof d'anatomie à la fac de médecine des Saints-Pères, celle où il y avait eu le scandale des trafics d'organes. Et alors lui, c'était avant qu'il meure, bien sûr. D'ailleurs, ces trafics ont été après qu'il meure, ces trafics ont eu lieu. Lui était encore vivant à l'époque. Et j'ai étudié plusieurs années avec lui en cours privé, hein. C'était un passionné de dessin, il m'aimait bien parce que je dessinais bien la dissection.
avec un autre copain des Beaux-Arts. Donc, on était à 3, alors il y avait d'autres personnes, donc on allait à ses cours et en plus, après, on restait avec lui, on nous montrait des trucs en dissection et on dessinait ensemble. Après, il organisait un cours de dessin, il payait pour les gens, hein, c'est lui qui payait tout ça, la cité universitaire de Paris. Et bah, c'était un passionné de dessin. Et donc, j'ai été formé aussi en tout cas, je disséquais pas, mais à l'étude du corps humain réel par Dominique Bastian, qui était un mec passionnant, qui sculptait aussi, qui était un médecin anatomiste et qui était directeur du musée Orphila-Rouvière d'anatomie. Je ne sais pas s'il existe encore, mais il y avait pas mal de trucs intéressants. Donc ça m'a fait une très bonne formation avec le powerlifting, avec le dessin, bien sûr, les techniques de dessin. J'étais déjà très bon quand j'étais jeune, j'ai toujours été bon. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas présenter mon travail, associer ma connaissance du corps humain, ma connaissance du sport et ma connaissance bah, de l'anatomie et mes techniques de dessin à des magazines pour pouvoir travailler. Et je suis allé présenter ça au monde du muscle. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet. Et le monde du muscle, bah, monsieur Ben Amou, qui était un mec adorable, avec le temps, j'ai dit, il était gentil. Il était sympa, ce gars. Et qui était le directeur hein, du monde du muscle. Et un séfarade avec l'accent et tout, mais alors, c'était la vérité de ça, de son nom, qui était un passionné de musculation. Euh, et lui, bah, l'avait repris un peu pour les affaires, mais était devenu passionné aussi. Et le monde du muscle marchait bien quand même, hein. Et c'était sympa. Donc, j'ai eu d'abord une page, une fiche technique, où j'ai utilisé les techniques de dessin de la Renaissance, hein. Je me suis dit, il y a un manque, il n'y a que des dessins pourris en anatomie. Je vais mettre la technique de la Renaissance dans les dessins. Alors, c'est une technique tirée de la Renaissance. Et les hachures, dans un sens, c'était là Léonard de Vinci, hein, plus l'enseignement que j'ai eu, qui est un enseignement, on va dire, classique Renaissance, hein, pas académique, classique Renaissance. Après, l'académie, c'est un peu différent, euh, par Jean-François Debord. Et bah, j'ai fait une espèce de mélange de tout ça, donc mes connaissances dans le corps humain, mes connaissances en sport, mes connaissances en biomécanique, mes connaissances en technique de dessin, mes connaissances en dissection, pour créer des fiches techniques. Et je me suis dit, ben, je vais faire mieux que les Américains, parce qu'il y avait que les Américains qui faisaient ça. Et évidemment, tout le monde croyait que c'était américain quand c'est sorti. Et bah, ça a marché. De une page, je suis passé à 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages. T'es pas très payé, hein, il n'y avait pas de quoi vivre, mais il y avait de quoi se faire une publicité énorme, puisque c'était le seul réseau d'information qu'on avait sur le bodybuilding. C'était le monde du muscle, il y avait quelques autres vues, mais c'était en dessous. Donc c'est comme si j'avais accès au plus gros des réseaux, en n'étant pas beaucoup payé, mais en pouvant après me faire un nom. Et après, bah, j'ai décidé de faire un livre. Je suis allé voir Benahou, c'était pas possible parce qu'il avait Desmeilles à rentrer en concurrence. Il avait fait un mauvais calcul. Desmeilles avait vendu beaucoup de livres, plus de 100 000 sur ses fiches techniques, mais qui étaient un peu dépassées, même si c'était lui qui était un des premiers à avoir mis des taches rouges à l'endroit où les muscles travaillent, c'est intelligent, hein. Et moi, j'avais fait vraiment un travail d'anatomie mieux que les Sobota, mieux que les livres américains, mieux que les netters. Ce pas des livres de médecine, mais c'était des livres de bodybuilding avec des dessins comme comme sur les bouquins d'anatomie réelle pour médecins. Donc c'est la première, et même meilleure que les livres de médecine. Donc quelque part, c'était une blague. Les bodybuilders se retrouvaient avec des livres de meilleure qualité que les médecins. Donc, il n'a pas été pris au monde du muscle, alors que ma pub a été faite au monde du muscle. Il a été pris par Christian Vigo, à l'époque des éditions Vigo. On a lancé ça et puis ça fait un carton, hein. On a commencé, on a explosé en France. Et ensuite, ben, j'ai été appelé pendant pas mal de magazines allemands. Parallèlement, j'ai bossé avec Gundil pour des magazines américains comme Muscular Développement, où il était déjà introduit lui, mais il n'était pas introduit dans les bouquins. Et j'ai introduit Gundil dans les bouquins chez Vigo. Et lui m'avait introduit chez Muscular Développement, où on était 2 petits Français qui faisaient des fiches techniques de biomécanique. Alors lui, il faisait aussi des trucs de nutrition, tout ça, mais moi, c'est pas mon truc. Et on a fait des fiches de biomécanique pour les Américains. Donc on est déjà aux États-Unis. Et ensuite, bah, mon livre a été traduit, le guide des mots de musculation, hein. C'était le premier qui est sorti, c'est celui qu'ils ont le plus, puisqu'il est recommandé à l'enseignement du monde entier. Il a été, acheté première fois, je crois, par les Allemands, avec BLV. Et quand les Américains ont vu que les Allemands
l'avaient acheté, ils nous l'ont pris. Alors il faut savoir qu'on a été les premiers à utiliser internet pour communiquer entre les éditeurs, parce qu'avant les éditeurs se voyaient uniquement sur la foire de Francfort, hein, et avec les progrès de la technologie, du numérique et du transfert d'informations internet, on pouvait communiquer avec les éditeurs et faire les corrections à distance. Donc c'était la première fois qu'on faisait ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'étais sûrement un des premiers à utiliser internet pour transmettre des données, dans le but de créer des livres, à l'édition internationale, et on est passé en Allemagne, on est passé aux États-Unis, et c'est aux États-Unis que j'ai eu vraiment une explosion, c'est-à-dire que je suis passé premier aux États-Unis. Alors, premier dans le sport en général, hein, devant Tiger Woods, le golfeur, donc premier en sport, mais j'ai été quelque temps aussi alors sur Amazon, mais chez Barnes et Noble, et j'ai été quelque temps aussi premier sur Amazon, tous livres confondus. Donc c'est très fort pour un Français, euh, et du coup j'ai vendu des millions d'exemplaires de ce livre parce que ça cartonné en Amérique. Donc, c'était exceptionnel. Donc, on n'en a pas entendu parler dans les journaux parce qu'en France, ce sont des réseaux, hein, mais ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas les premiers. Hein, plus les travaux qu'on fait avec Gundil. Ensuite, on a relancé on a créé le guide des mondes de musculation, le guide des compléments alimentaires pour sportifs. Hein. Je suis allé voir Gundil, j'ai dit Michael, viens bosser avec moi, comme on bossait déjà aux États-Unis pour Muscular Développement. Hein. Euh, et il bossait aussi au monde du muscle parallèlement, sans qu'on y soit tous les deux. On était rentrés tous les deux, mais par deux voies différentes. Et on est allé, je l'ai présenté à Vigo, et là, on a lancé le guide des compléments alimentaires pour sportifs, qui a été une bonne vente, mais maintenant qui continue et qui devient une très bonne vente générale, hein, qui est une vente, c'est-à-dire ça se vend en permanence, quoi, dans le monde entier. Paradoxalement, sauf aux États-Unis. Mais en Chine, en Corée, en Russie, en Suède, partout tu l'as. Hein. Et donc ça a été bien. Et ensuite, j'ai dit, bon, bah, on va faire des méthodes. Hein. Moi, j'aime pas écrire des programmes, ça me gonfle. Gundy, il est plus là-dedans. Hein. J'aime bien, moi, le côté assez brut de l'exo avec biomécanique, pathologie, blessure et évolution, puisque j'ai une passion pour l'évolution humaine, hein, une passion que j'ai depuis que j'ai 5 ans, 6 ans, et surtout l'évolution humaine. Hein. J'aime bien la paléontologie, mais j'aime beaucoup la paléontologie humaine, c'est comprendre qui nous étions, et ça, c'est vraiment une passion qui est avec moi depuis longtemps. Ce qui fait que je peux me vanter d'être dans certains domaines en paléontologie humaine un des meilleurs au monde, euh, ce qui met en colère beaucoup de petits universitaires médiocres. Hein. Je ne parle pas des vrais mecs qui ont des niveaux, mais des médiocres qui n'ont jamais rien fait et qui voient un mec comme moi qui pense inculte, alors que je ne le suis pas absolument pas, j'ai une énorme formation derrière moi, hein, et échafauder des théories qui sont quasiment indéboulonnables parce qu'elles sont bâties sur du réel, sur mes connaissances du corps humain, mes connaissances de l'évolution humaine, mes connaissances de la biomécanique, de la mécanique et tout ça. Donc après, avec Gundil, on a fait les méthodes de la vie. La première méthode qu'on a fait, c'était à l'époque d'Olivier Lafay, qui avait fait, on ne peut pas critiquer Olivier Lafay, il est con des fois, mais Olivier Lafay avait sorti une méthode pour les gamins en France. Il n'y avait pas le calisthénique, il n'y avait pas le street workout, il n'y avait pas d'installation à l'époque. Et les salles de gym étaient très chères. Donc, il s'était aperçu qu'il y avait ça. Et puis, il avait fait une méthode très adaptée à la France, où les Français, c'est un peu des serfs, c'est un peu des gens qui aiment obéir. Hein, un système très hiérarchisé, qui obéissent. Benet, on dirait. Et qui suivent une méthode. Et il leur avait fait une méthode très bien faite à suivre comme ça, avec type d'exercice A, B, C, D, avec une progression, tout ça, ce qui faisait plaisir à des gamins. Plus, il avait créé une communauté autour de ça, où on atteignait des niveaux A, B, C, D, E, je sais pas, X, en, en variant le nombre de répétitions aux dips, aux tractions, avec des exercices avec balai, tout un ensemble de trucs au poids de corps, qui n'étaient pas mauvais d'ailleurs, mais qui sont juste complémentaires ou qui peuvent servir quand tu n'as pas de salle. Donc, et lui, il avait compris qu'il fallait faire du drama. C'était un des premiers. Les réseaux sociaux étaient là. Donc, il nous avait attaqué en disant les poids et haltères, c'est nul. Le poids de corps, c'est bien. N'écoutez pas tous ces mecs-là. Et il attaquait tous les mecs qui faisaient de la musculation au poids de corps, en poids et haltères, avec des charges additionnelles, en disant le poids de corps, c'est mieux. Donc, il a créé une espèce de secte de jeunes qui venaient nous insulter, un peu comme les zététiciens
viennent nous insulter. Sauf que les esthéticiens, ils sont payés par l'État, hein, et c'est un peu gênant. Et donc pour se marrer, on avait fait la méthode de Lavier, il y avait la méthode Lafay, on avait fait à couleur rouge comme ma chemise, et on avait fait la méthode de Lavier pour s'entraîner chez soi. Il lui a pris une petite part de marché, bien sûr. C'était pour le faire chier parce qu'il nous attaquait, mais le livre était de bonne qualité, bien sûr, on avait mis nos savoirs, nos connaissances, on avait rajouté des petits haltères dedans, tout ce qu'on pouvait avoir comme matériel de maison. Et dans la foulée, ça avait bien marché, pas autant que Lafay, on a lancé la méthode de Lavier 2 pour s'entraîner en salle. Et alors là, celle-là, la paume, elle a cartonné à fond. Tu vois, comme quoi c'était grâce à la fée. Et ensuite, bah, on a continué les méthodes et tout un ensemble de bouquins où des fois on ciblait. Là, on fait les blessures. Tu vois, j'en ai pas mal dessiné là, récemment l'arrière de dos d'un sprinter, du Usain Bolt, pour bien montrer les zones, les fascias et les tendons qui restituent l'énergie, qui se blessent aussi. C'est ceux qui s'étirent et qui pètent, hein. Donc, je fais des dessins pour montrer ça. Et donc, on a fait toute une série, méthode de Lavier 1, méthode de Lavier 2, méthode de Lavier 3, méthode de Lavier pour les femmes, et ça a bien cartonné. Et la méthode de Lavier 1, qui était bonne vente, régulière, mais pas super, elle s'est mise à exploser grâce au Ah bah oui. Covid-19, Hmm. parce que les gens étaient enfermés chez eux, et du coup, le Covid-19 nous a enrichis. Tu vois, c'est marrant. C'est la vie. Donc, c'est un peu notre aventure là-dessus. Lui, Gundy est spécialisé, il bosse avec Nutrimuscle parce que c'est sa spécialisation, hein. Alors, je ne sais pas s'il fait encore, mais pendant très longtemps, c'est lui qui allait aussi vérifier quel supplément alimentaire aller chercher à tel endroit, avec quel labo bosser, parce qu'il est abonné il était abonné à toutes les revues scientifiques, tu vois. Donc, il s'intéresse beaucoup aux molécules, à l'anti-âge et à la performance, hein, mais pas que, aussi à comment guérir, comment éviter les blessures, les antidouleurs, tout y passe chez lui, c'est un passionné. Et, euh, et donc, il bossait avec Nutrimuscle, ce qui lui fait aussi une partie de son salaire, pas moi. Et moi, parallèlement, bah, je bosse en plus, avec des bouquins, avec, comment il s'appelle? Avec La Roque, où on conçoit des machines de musculation. Tu vois, là, j'étais encore en train d'en dessiner. Je rectifie à une machine à abdos pour lui montrer des réglages à faire. Donc, on a les tablettes, hein, il m'envoie les films. Je coupe les images des films. Je dessine sur les films ce qu'il faut rajouter. Je connais aussi le matériel qu'on a à l'usine. Donc, je bosse avec le bureau d'études. Le bureau d'études m'envoie ces trucs et on bosse bien. D'ailleurs, cet après-midi, j'étais au téléphone avec Gundil parce qu'il voulait beaucoup de gens veulent une belle squat. C'est un peu à la mode, ça a des avantages. Donc, je suis en train de regarder la concurrence sur les belles squats. Je demande à Gunil parce que moi, je voyais qu'il y avait des problèmes pour raccrocher souvent le décrochage et le raccrochage de la barre pour les belles squats. Qu'est-ce qui est le meilleur système de raccrochage? On regarde, je fais pas mal, hein. Donc, je regardais un peu tout ça. C'est du boulot, hein, qu'on fait, hein. Donc, c'est parce que j'ai des connaissances en bioméca et en mécanique quand même, et du corps humain. Donc, ça complète avec les ingénieurs qui, eux, sont des mécaniciens purs et durs. Tu vois, donc, les ingénieurs aussi qui connaissent bien les leviers, tout ça. Donc, on bosse ensemble. Donc, on a créé toute une gamme, d'ailleurs, une gamme qui maintenant est le produit d'appel qui permet d'entrer la rock dans énormément d'organismes de haut niveau qui ont besoin de machines hyper performantes parce qu'on est devenu, bah, on va dire, avec cette gamme, dans les meilleurs du monde, hein. Mais parce on s'est donné les moyens de le faire aussi, hein, et il y a eu un groupement de personnes qui étaient des personnes de qualité, et ils ont compris que la, la performance d'une marque passait aussi par les associations qu'on pouvait faire avec des gens performants, tu vois. Bon, c'est ce que je suis. Hein, je ne suis pas un ingénieur, mais j'ai un très bon niveau de biomécanique et de connaissance du corps humain, des blessures et des machines, tu vois. Donc là, on est en train de faire la belle squat, on est en train de terminer une machine à abdos, classique, hein, mais j'ai rajouté quelques petits réglages dessus, un réglage qui n'était pas sur les autres machines. On va la tester, qui est pas mal, histoire de régler un peu l'amplitude du crunch, tu vois. Ça peut être pas mal, on peut rajouter des élastiques. Et ce qui est bien, par exemple, sur la belle squat, c'est que vraiment la belle squat, c'est une machine qui est excellente quand on y rajoute des élastiques. Donc, on va faire toute l'installation pour pouvoir mettre facilement des élastiques sur une belle squat. C'est vraiment bien. Tu vois, par exemple, il y a des machines comme le dos, c'est intéressant les élastiques, mais c'est pas fondamental, hein. C'est
puisque c'est surtout le dos horizontal. Quand on tire, quand on arrive à la fin, c'est là où il faut plutôt avoir un peu moins de puissance, un peu moins de tension. Tu vois. Donc c'est intéressant. Les élastiques, ça va bien pour les poussées, pour les cuisses, pour les ischios. Paradoxalement, pour les ischios, les gens ne savent pas, mais c'est vraiment le truc fondamental, l'élastique, pour vraiment retrouver un mouvement proche de la fonction des ischios. Hein, c'est-à-dire, les ischios sont eux-mêmes des muscles très élastiques. Tu vois, donc, qui permet justement de maintenir une contraction à la fin, surtout dans les leviers. Quand tu repars à la fin, tu perds avec les leviers la puissance, élastique la remet, ce qui fait que tu as une contraction continue excellente et qu'on a fait vraiment en ischio. Là, je pense, la machine la meilleure au monde. On l'a fait par hasard, hein, c'est-à-dire que l'utilisation d'élastique sur une machine à ischio, et les ischios sont des muscles qui doivent accumuler l'énergie cinétique, c'est excellent. Tu vois, c'est vraiment l'élastique est compatible 100% avec les muscles ischios, Machine ischio-jambiers. assise ou horizontale? Assise ou allongée plutôt? Une machine allongée avec réglage du banc pour pouvoir varier les inclinaisons, l'inclinaison du buste en fonction de ce que tu veux cibler. Tu vois. Et ça, c'est très bien. Ah ouais. Voilà. Et puis, comme tu es incliné, tu peux te redresser ton buste et le refaire descendre en avant. Donc, si tu fais une très forte inclinaison du buste sur la machine à ischio couché, hein, tu es cassé en deux, tu peux jouer sur l'ischio en remontant, en redescendant le buste à chaque fois dessus, tu vois. Donc, c'est un peu comme les mecs le font quand ils sont assis, tu vois. Mais nous, on peut aussi le mettre tout droit, ce qui permet de localiser, par exemple, sur le biceps, le biceps crural, essentiellement, courte portion, tu vois. Et puis, ça va Ouais. les travailler différemment puisqu'ils sont faits pour travailler dans pas mal d'angles, les ischios. Et puis, ils ont une fonction pour retenir le buste et d'accumuler une forte charge de force à coup pour retenir le buste et le bassin quand il y a l'arrivée au sol pendant la course. C'est eux qui t'empêchent de faire un roulé-boulé. Tu vois, donc, c'est très intéressant et les élastiques correspondent à ça. Tu vois. Et On a fait... tu parles des élastiques, tu penses que c'est mieux d'utiliser les élastiques avec les poids ou alors utiliser Non, simplement les élastiques? non, on fait élastique avec les poids. Mais on peut faire élastique tout seul. Mais élastique avec les poids, c'est pas mal. Tu vois. C'est fait pour faire élastique avec les poids en fonction de la machine. Tu vois. C'est toujours un plus, on met les deux. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que toutes les machines n'ont pas les attaches, tout ça, pour pouvoir combiner les deux. Bah, c'est pour ça qu'on a fait des machines avec les attaches. Ouais. Tu vois. Et on les a fait adapter aux morphologies avec des variations que les autres n'ont pas forcément. Tu vois. Alors maintenant, je vois qu'ils commencent à faire des variations, mais quand on a lancé ça, personne ne les faisait. Des variations de position de démarrage et d'arrivée, tu vois. Avant, tu avais une machine. Les hammers étaient par exemple très très bonnes, mais les hammers n'ont qu'une seule position. Tu vois, à part le banc qui peut se régler en hauteur où il n'y a pas d'avancée surtout sur les couchers. Alors, il y a Star Trek en fait, tu vois. Il y en a quelques-uns qui commencent à en faire. Maintenant, de plus en plus, à un moment, personne n'en faisait. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, les machines, elles s'adaptent aux morphologies, mais du coup, faut que les pratiquants connaissent leur morphologie pour adapter la machine en fonction. Ça reste quand même simple. Hein. Euh, on reste quand même sur de l'adaptation facile à utiliser. Hein. Tu as des bras courts, tu as des bras longs, tu avances ou tu recules le dossier. Hein. Tu veux faire de l'incliné ou de l'épaule, ben, tu inclines plus ou moins le dossier aux épaules, tu vois. Parce que nous, on a un dossier aux épaules qui peut s'incliner plus ou moins. Hmm. Donc, c'est un avantage. On a, par exemple, sur la ischio, un dossier qui peut s'incliner, mais aussi un dossier qui peut se reculer. Tu vois, en général, les mecs, ils ont qu'un dossier qui s'incline ou un dossier qui se recule. Tu vois. Donc, nous, on a mis les deux. Tu vois. C'est un peu plus complexe. Il faut faire attention de ne pas fragiliser les machines. Donc, on met des grosses structures là-dessus. Tu vois, ce qui permet d'avoir des machines avec plus de réglages, mais qui restent solides parce que les structures sont épaisses. On a doublé, triplé la taille des structures. Ouais. Tu vois. Bon, ça tombe bien que tu parles de morphologie parce que je voulais introduire ce thème. Est-ce que tu pourrais définir ce qu'est la morphologie et quels sont les différents paramètres à prendre en compte pour étudier la Bah, morphologie? il y en a plein. Il y a plein d'études en morpho. La morphologie, c'est très vaste. C'est l'étude des formes, l'étude des structures
alors nous, on fait l'étude des structures humaines, l'étude des leviers humains en fonction des mouvements que tu vas pratiquer. Nous, la morphologie qui nous intéresse, c'est la morphologie adaptée au mouvement. Donc évidemment, quand on va traiter du développé couché, on va expliquer quels sont les mouvements, quelles sont les morphologies qui sont favorisées et d'autres qui sont moins favorisées. Hein. On ne dit pas que c'est parce que tu as une morphologie qui n'est pas adaptée pour faire un champion de couché que tu ne dois pas faire de coucher. On n'a jamais dit ça. Ça, c'est des inventions de sales enculés de menteurs, excuse-moi, mais je le dis, de mecs qui nous diffament sur Internet en disant des choses qu'on n'a pas dit sur nous, tu vois. Donc c'est très très grave. Nous, on fait que montrer, nous on fait des constats. On dit voilà, tu as des bras courts, une cage épaisse, bah, y a de fortes chances que tu deviennes, globalement, hein, un champion de coucher, tu vois, ou quelqu'un de très fort au coucher. Tu as des bras longs, une cage plate, tu vois, bah, il y a de fortes chances que bah, tu sois moins performant pour faire de bonnes barres. Ce qui ne veut pas dire que le coucher ne va pas te développer les pecs et les triceps hein, et l'avant d'épaule. Tout ça, c'est très variable, mais tu n'as pas la morphologie idéale pour être un champion de coucher. C'est comme on dit un basketteur, si tu es un nain, bah, tu ne feras pas un bon basketteur, pas parce que tu cours pas ou tu ne peux pas attraper un ballon, parce que les paniers de basket sont très hauts et tu ne pourras pas les mettre facilement dedans, c'est tout. Hein. C'est pour ça que les basketteurs sont grands. Hein. Les panneaux de basket seraient au ras du sol, tu aurais beaucoup plus de nains que de géants, tu vois. Donc nous, on explique l'avantage de certaines morphologies par rapport à certains mouvements. Ce qui est intéressant. Et les risques aussi. C'est sûr que si tu as des grands bras, de larges épaules et une cage plate, le trajet pour descendre la barre va te mettre en étirement beaucoup plus intense les pecs. Et si éventuellement tu n'as pas une bonne, ou tu n'as pas une bonne, tu as des pecs un peu raidos, génétique, hein, ça peut arriver, hein, c'est pas mauvais, ça permet de restituer l'énergie, mais c'est aussi plus fragile, bah, tu risques à ce moment-là la déchirure de fibres musculaires au mieux, d'arrachement tendineux, comme on a vu after, c'est ça, au pire, tu vois. Euh, c'est la montagne, Thor. Donc, il faut faire très attention. Il a des grands bras, il est balèze, hein, mais il n'est pas spécialement épais en cage. On va dire qu'il n'a pas la morphologie du bencher. Et comme il a voulu remonter tout heureux et tout sec en prenant des méga-doses de stéroïdes, ou des doses, on va dire pas des énormes, mais des doses de stéroïdes, Mm. et tout heureux, bah, il s'est blessé. Comme il n'était pas assez gras et il était en reprise, bah, il s'est arraché un pec et il reviendra visiblement jamais à très haut niveau, en tout cas en développé couché, mais il n'a jamais eu un très haut niveau en développé couché. Il a battu le record du monde du soulevé de terre. Il a des trop longues jambes pour faire un squatteur formidable. Par contre, pour marcher avec des poids, il est énorme. Pour soulever des trucs avec ses épaules, il est énorme aussi. Mais c'est pas un bencher ni un squatter né, tu vois. Donc on explique ça, on explique au squat, on explique toutes les morphologies, bon, bah, toutes. Il y a beaucoup de variations et on explique les avantages qu'elles ont, les inconvénients qu'elles ont, les variations de morphologie. Alors, on n'a pas le droit de le mettre en fonction des ethnies, mais c'est ridicule parce que même la médecine moderne actuelle, on commence à s'apercevoir que les livres, par exemple, de médecine et d'anatomie ont été faits sur des cadavres de blancs, c'est-à-dire d'Européens, et qu'on trouve des variations en Afrique qui sont différentes. Donc il faut revoir tous les livres parce que l'Afrique se développe, il y a de plus en plus de médecins en Afrique, et les, les, les livres de dissection, par exemple, les livres d'anatomie, par exemple, européens, ne correspondent pas totalement au trajet veineux ou nerveux que l'on peut retrouver globalement en Afrique. Alors, quasiment la même chose, mais il y a des variations qu'il faut prendre en compte. Il ne faut pas se planter. Donc, il y a tout le temps, il faut toujours prendre en compte les différences, morphologiques et ethniques, qui sont souvent des différences générées par les climats. Hein, et les milieux, c'est-à-dire le milieu change, l'individu change. Ok. Et du coup, comprend les paramètres. Et, un Esquimau n'aura pas la même morphologie qu'un grand Sahélien. Et on ne va pas les voir performer dans les mêmes disciplines. Ce n'est pas une question de racisme, hein, ni une question socioculturelle, aussi bien sûr, mais c'est aussi une question de morphologie, d'adaptation du corps à un climat qui les rend plus aptes à faire tel ou tel sport. Ouais. Et du coup, quand on est par exemple pas très adapté morphologiquement pour faire un exercice, sur quels paramètres on peut jouer pour du coup pouvoir faire l'exercice
et limiter le risque de blessure. Je pense qu'il y a l'amplitude. Et c'est très, très variable après, ne pas être adapté, on dit ne pas être adapté pour être performant surtout, mais tu peux être très longiligne et avoir un squat pourri et le fait de faire ton tiers de squat te développe des cuisses énormes. Tu comprends? Il faut faire très attention à ce qu'on dit, tu vois? À ce qu'on fait. On n'interdit pas le mouvement. On explique que certaines morphologies vont générer plus de blessures et ne sont pas adaptées pour être hyper performants. C'est pas pour ça que tu ne vas pas faire, par exemple, un gars qui va faire un demi-couché parce qu'il ne veut pas descendre très bas, ou on lui conseille, nous, en général, de resserrer un peu les mains pour éviter l'étirement des pecs. Ce ne sera pas hyper performant, mais ça se trouve, ça va vachement lui développer les pecs. Comme il va avoir du mal à les sentir, il va falloir qu'il isole sur les machines plutôt. C'est très variable selon les individus et c'est une recherche personnelle. Mais on essaye d'orienter les gens vers la cause du fait qu'ils ne ressentent pas leurs muscles ou qu'ils se blessent. Tu On vois. peut Mais et tout ça varie d'un individu à l'autre. Donc, il n'y a pas une règle précise, il y a un ensemble de règles avec lesquelles il faut jouer, il faut comprendre, et qu'il faut comprendre pour progresser et éviter de se blesser. Ouais, donc on peut jouer sur l'amplitude, les prises, l'écartement, des prises. Il y a d'autres, paramètres sur lesquels on peut jouer, par exemple? Bah, les angles, la façon dont tu pousses, tu sais, tu peux pousser au coucher, coude plus serré, coude écarté, le squat, il y a la position des pieds qui joue énormément, hein, tu peux rajouter des cales, l'orientation des pieds. Il y a beaucoup de facteurs, hein, c'est comme, quand tu fais de la presse, hein, tu montes plus ou moins les pieds, tu les descends plus ou moins en fonction de ce que tu veux cibler ou de la position où tu es mieux, tu écartes plus ou moins les pieds en fonction de la conformation de ta hanche, hein, puisque la hanche, les hanches selon les individus, n'ont pas toutes la même l'articulation de la hanche n'ont pas toutes les mêmes mobilités, hein. Certaines personnes vont pouvoir monter comme par exemple moi, je peux descendre le genou à la presse quasiment jusqu'au nez, hein. Par contre, je ne peux pas écarter les cuisses, moi, tu vois. Donc ça pose un problème, tu vois. Et puis il y a d'autres personnes, ils peuvent écarter les cuisses et faire un squat ou un soulevé terre sumo à l'aise, tu vois. Mais par contre, ils vont avoir un blocage antérieur, ce qui va faire que quand ils font un squat et ils sont un peu bloqués, ils ont le buste qui ne descend pas parce qu'il y a un blocage de hanche. À ce moment-là, ils vont avoir un arrondissement de rachis lombaire et entraîner justement beaucoup plus de pression antéro-postérieure sur les disques qui peuvent générer des pathologies plus ou moins graves, tu vois, parce qu'ils ont un blocage de la hanche, tu vois. Et pas uniquement parce qu'ils ont des jambes courtes ou des jambes longues, tu vois. Après, tu as le fémur court ou le fémur long, ou la cuisse plus ou moins, l'ensemble des jambes plus ou moins longues, hein, souvent ça va ensemble, qui fait que tu vas avoir avec un petit buste, tu vas être obligé de te pencher en avant quand tu veux atteindre l'horizontale, d'où des risques euh, des risques de bascule antérieure, tu vois, et d'arrondissement du dos. Mais arrondissement du dos qui est souvent, les mecs qui ont des jambes longues et un buste court, souvent, ils ont l'habitude de compenser, de se pencher en avant pour compenser quand ils descendent, donc ils ont une espèce de renforcement. Mais un mec qui n'a pas l'habitude, qui a une jambe courte, lui, il est tout le temps droit hein, quand il se baisse. Hein. Il n'a pas de problème, mais s'il a une hanche qui est un peu bloquée antérieurement, hein, et puis s'il se retrouve d'un seul coup en squat en partant vers l'avant, il n'a pas le dos qui retient, et souvent ils se font des blessures graves aussi, tu vois. Donc c'est tout un ensemble, c'est très variable d'un individu à l'autre. Donc on explique un peu les morphologies. On est les premiers à avoir fait ça. Hein. Et maintenant, c'est devenu général. Et avant, il n'y avait pas un seul bouquin qui t'expliquait que la morphologie avait une influence sur la performance et les risques de blessure. Hein. Arnold vaguement en avait parlé dans son encyclopédie en expliquant qu'il avait du mal à faire un squat bien droit parce qu'il avait des grandes jambes. Il s'en était aperçu, si tu veux, mais c'était resté très succinct. Et maintenant, on a lancé un peu ce qu'on appelle l'anatomomorphologie, tu vois. On a lancé cette discipline c'est une discipline de base, hein, c'est une discipline qui, qui s'est construite autour des lois de la mécanique et des lois des leviers, hein, tout simplement, hein, et de la connaissance, de la résistance des matériaux, et qui a fait, maintenant tout le monde l'utilise dans le monde entier. Hein. Il n'y a que quelques zététiciens débiles en France, d'ailleurs, qui se sont fait torcher, hein, qui disent que la morphologie n'a pas d'influence ou très peu sur la performance. Bien sûr, c'est un mensonge total. Hein. Mimi Mati fera jamais une grande coureuse de sprint, tu vois. Les basketteurs, ils sont tous grands. C'est normal, le panier est haut.
Les managers ont une certaine morphologie. Les coureurs de sprint aussi, avec des morphologies, même au niveau de la structure tendineuse et musculaire, et déjà osseuse, et ensuite tout ce qui va derrière, avec la répartition tendons-muscles, hein, pour avoir un maximum de restitution énergétique dans les fibres, des fibres tendineuses pour récupérer l'énergie cinétique pendant la course, ce qui fait que si tu as un démarrage même pas top, tu vas pouvoir rebondir un peu sur des ressorts grâce à tes tendons et tes fascias. Et ce qui fait des champions de sprint d'ailleurs, ce qu'on ne trouve pas en vélo. En vélo, tu n'as pas besoin. Tu vois, c'est pour ça que là, il y avait Libération qui disait ouais, pourquoi y a-t-il que des blancs dans l'équipe de France? Bah, parce qu'ils sont mieux adaptés pour faire des champions de vélo. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de champion de vélo noir, il n'existe, qu'il n'y aurait pas de champion de vélo noir. Il y en a hein, qui sont bons, hein, il y en a qui sont performants. Quand tu te retrouves dans des compétitions, par exemple en Afrique, ou même certaines compétitions en, en Guadeloupe, c'est sûr que même s'ils n'ont pas la morphologie adaptée au vélo, comme avec des jambes d'Européens, eux, c'est uniquement du positif sans restitution énergétique des tendons. Eux ont des grands tendons, donc c'est place perdue. Hein. Ils auraient pu avoir du muscle à la place, comme l'Européen. Mais eux, ils sont bons pour la course. Mais par exemple, aux Antilles, tu as des très bons coureurs, mais ils sont adaptés à un climat aussi antillais, qui est un climat assez humide et chaud, auquel un Européen n'est pas forcément super bien adapté, malgré une bonne morphologie. Il y a plein de trucs qui jouent, tu vois. Ouais, ouais, C'est ouais, toujours intéressant de comprendre tout ça, tu vois. ouais, ouais. Je te propose peu de... comme un peu comme les champions de. Tu vois que des. En général, à part le maître ou quelques-uns, tu vois globalement, tu vois que des champions africains dans les sprints ou les courses de fond jusqu'à 40 km. C'est dû à leur structure, des grands membres, des adaptateurs. C'est pas parce qu'ils ils sont adaptés pour courir, c'est parce qu'ils sont adaptés pour produire le minimum d'énergie dans le climat chaud. Hein. C'est pas parce qu'ils sont noirs qu'ils gagnent. C'est parce qu'ils sont adaptés à la chaleur. Donc, à avoir de grands tendons et de petits muscles pour avoir une marche économique, pour ne pas monter en chaleur et en surchauffe. La surchauffe, la chaleur étant le principal pression sélective dans les pays chauds. Est-ce que tu as des, comment dire, des mythes ou des idées reçues que tu entends trop souvent et qui sont complètement fausses sur la Oh bah, morpho? sur la morpho, quand on veut, on peut, bien sûr, c'est le truc de base. Quand on veut, je dis tout le temps, quand on veut, on peut, sauf quand on peut pas. Je veux dire, si tu n'as pas la morpho ou la morpho dépendant de la génétique, bien sûr. Hein. Bon, maintenant, on voit des gens qui se font allonger les tibias, donc ça dépend pas que ça, mais c'est tout petit. Hein. Donc, quand on veut, on peut, sauf quand on ne peut pas. C'est un mythe, c'est le zététicien qui sort ça, tu vois. Ou bien les dernières, c'est Major Mouvement. Major Mouvement, qui je ne sais pas pourquoi il s'est mis à faire un short. Alors, son short est débile, sa vidéo ensuite est pas mauvaise, il ne dit pas des choses mauvaises, mais son short est stupide. Il me dit dans son short, il montre une vidéo d'un petit mannequin, tu sais, en portant un squelette qui porte un petit, c'est éducatif, hein, c'est pour les gens qui travaillent, qui porte un petit seau, et on montre qui porte un petit seau léger, puis dès que c'est lourd, il se penche un peu en avant, il y a un aimant, et on voit le rachis, un rachis en plastique, qui s'arrondit. Et ils mettent justement qu'il y a des risques de pression antéro-postérieure, et vous risquez les hernies. Et l'autre majeur mouvement dit c'est faux. Maintenant, depuis 2000, on sait que c'est pas vrai. Mais non, les lois, elles ont pas changé. Et après, il rajoute dans sa vidéo, donc c'est le short, il n'y a que ça, il rajoute dans sa vidéo, maintenant, on sait depuis 2000 que jusqu'aux alentours de 20 kilos, c'est dangereux. C'est pas dangereux. Tu dis quoi? C'est ridicule. Aux alentours de 18 kg 560 ou de 21 kg 213 grammes, c'est du délire. Parce qu'il y a quelques études qui ont été faites sur des étudiants et des manutentionnaires relativement jeunes, où ils ont fait soulever pendant un an des charges, les unes d'Oron, une à 11 kg 400 et l'autre à 14 kg. Donc c'est des charges très légères. Hein. Et ils se sont aperçus qu'il y avait un renforcement des disques sur les personnes qui les faisaient dos rond. Mais ça se renforce d'une façon très légère, ces choses-là. Hein. Il y a des limites à la résistance des matériaux. Et 11 kg et 14 kg, ça, c'est pas des poids critiques. Ceci dit, dire que c'est à partir aux alentours de 20 kg, mais non, il y a des gens, majoritairement, c'est dangereux en lourd de porter des charges en arrondissant le dos. Donc, c'est des mecs majeurs mouvements hein, qui ont pas loin d'un million de followers. Tu vois, je crois Ouais. qu'il passe à la télévision en plus. Tu vois, je ne sais pas, je n'ai pas suivi, moi, je n'ai pas ici, je n'ai pas en France.
Je ne suis pas des émissions, je regarde des fois internet, les shorts, des trucs comme ça, les vidéos YouTube, mais je ne regarde pas les émissions télé, tu vois? Vaguement, des fois, l'information, BFM, LCI ou CNews, tu vois? Pour voir un peu différents sons de cloche. Mais à part ça, je ne regarde pas des émissions. Et lui, il passe et c'est visiblement pour faire le buzz et s'attirer, les, la c'est s'attirer les zététiciens qui ont un certain pouvoir, pense-t-il, pour relayer son travail et vendre ses bouquins. Et après, il va dire: «Non, non, c'est dangereux au-dessus de 20 kilos. Non, moi je dis: «Non, c'est dangereux tout le temps, mais de plus tu as lourd, plus c'est dangereux. Mais 20 kilos ou 18 kilos ou 15 kilos pour une mamie de 93 ans, heu, qui, heu, qui est vieille et qui a des structures un peu endommagées, bah, même 10 kilos, ça peut lui niquer le dos. C'est pas à partir de 20 kilos. Et puis pour des mecs, des gros balèzes en bonne santé, il peut très bien arrondir le dos à 150, même à 200. C'est pas pour ça qu'il ira à l'hosto, si tu veux. Tout ça est variable, mais plus tu mets lourd, plus tes risques de niquer tes disques augmentent, tu vois. Et en plus, les pathologies sous-jacentes, hein, tu n'es pas forcément au courant de celles que tu as. Tu vois, il y a des pathologies sous-jacentes. Tu ne les vois pas, elles sont là. Hein. Et si tu accentues la chose, bah, tu risques d'accentuer la pathologie, de te niquer. Hein. Surtout que tout le monde a les disques plus ou moins abîmés en faisant des mouvements. Ils se régénèrent lentement parce que le disque n'est pas irrigué par du sang, c'est par pas capillarité par les plaques qui sont au-dessus, hein, que ça se régénère. Hein. Il suffit que tu uses, tu t'entraînes plus vite que ta régénération, hein, et avec l'âge, tu te régénères plus lentement, bah, tu peux avoir une dégradation du disque, et si tu pousses à 15 kilos, bah, tu peux te le niquer, bien sûr, à partir d'un certain âge, comme tu peux avoir des problèmes de croissance ou des problèmes génétiques, hein, ou des traumas que tu n'as pas vus, tu as eu un trauma, ça a niqué ton disque, tu n'en es pas aperçu, hein, et tu vas travailler un peu plus lourd et tu vas te le niquer. Donc, tout ça, c'est très variable. C'est sûr que ramasser un paquet de cigarettes par terre ou aller prendre un pack de bière au sol, d'euros, en général, la probabilité d'avoir une hernie est faible. Mais elle est toujours plus élevée que si tu le fais dos droit. Mais ce n'est pas grave d'aller chercher quelque chose de rond. Mais dire que c'est à partir de 20 kilos, moi je vais dire non, c'est à partir de 18 495 grammes. C'est ridicule. Tout ça, c'est variable. Donc il est allé faire son intéressant pour s'attirer visiblement bah, des gars qui ont un peu de puissance parce qu'ils ont l'État derrière eux, ou pensent-ils, ils ont l'État, mais comme l'État commence à les dégager, hein, puisqu'ils étaient aussi avec leurs copains des fonds Marianne de Conspiracy Watch, hein, qui commencent à se faire dégager puisque Chapial est parti et ils ont des procès sur le dos. Hein. Mais ces gens-là, c'est une mouvance qui va à l'encontre du bon sens. On ne dit pas qu'il ne faut pas faire de rond. Hein. On te dit que plus tu as lourd, plus c'est risqué de faire dos rond. Et en plus, plus tu as lourd, plus c'est risqué de le faire dos droit. Et c'est encore plus risqué de le faire dos rond. Tu vois, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire dos rond. D'ailleurs, quand tu peux faire, par exemple, tu sais, les mecs, ils mélangent tout dans leur tête. Ils disent, regarde, il fait du tirage dorsaux dos rond. Oui, mais tu fais du tirage dorsaux dos rond, mec. Tu n'as pas de poids sur le dos. Tu tires, tu fais un étirement des disques, mais tu ne mets pas en pression la colonne vertébrale, tu vois. Bon, en tout cas, pas autant que si tu as un poids sur le dos qui va te mettre arrondissement, pression antéro-postérieure et hernie, tu vois. Donc, c'est des mecs qui ne comprennent pas grand-chose, qui font leur intéressant, ils sont kinés, ils connaissent leur boulot, mais pour des raisons de visibilité, ils vont essayer de sortir du lot en disant, mais attention, on peut quand même le faire. Ah bon, il a dit différemment que les autres, donc on va voir ce qu'il dit, sauf qu'il dit des conneries. Tu comprends? C'est toujours risqué de rond, mais pas pour tout le monde. C'est globalement plus risqué de rond que de droit, et c'est globalement risqué de porter lourd pour le dos, que tu sois dos rond ou dos droit. Tu vois? C'est pas pour ça qu'on va pas s'amuser à faire du soulevé de terre, ça te fait plaisir. Il y a des gens qui vont pas se blesser ou qui se blesseront très tard. Tu vois? J'ai connu des mecs, ils se sont blessés quand ils ont porté aux alentours de 400 kilos. Avant, ils ne sont pas blessés, tu vois. C'est variable. Et puis une mamie à 7,50 kg, elle va se faire une hernie, elle va être bloquée, puis c'est l'opération, tu vois. Après, des hernies peuvent se résorber. Donc, on a toute une bande de mecs. Alors, en général, ils ont tout le temps le même physique. Là, si tu te demandes pourquoi, c'est tout le temps des mecs. C'est horrible, hein, je ne veux pas faire de, comment on appelle, ad hominem, l'attaque de physique, mais on a l'impression qu'à chaque fois que les mecs ils viennent défendre le dos rond,
Ils ont des physiques d'avortons. Ils mesurent aux alentours moins d'1,65 m, tu vois, en général. Ils n'atteignent pas les 1,70 m, c'est pas grave. Il y a des mecs très forts à 1,70 m, je ne juge pas pareil. Mais on dirait que le fait d'être petit et pas fort, ils essayent de ils essayent de s'inventer une nouvelle façon de voir le monde qui les arrange, tu vois. Mmh. C'est bizarre. C'est une espèce de secte de petits mecs, souvent barbichus, tu vois, assez efféminés, c'est pas grave, on n'a rien contre, hein, qui viennent remettre tout en cause, même ce qui n'est pas à remettre en cause, et en allant contre le bon sens, contre la science et contre les directives d'État, tu vois, et qui viennent t'attaquer. Et quand tu les attaques, donc c'est des cons, les mecs, comme ils ont des pouvoirs, hein, ils ont des appuis dans la justice, ils sont francs-maçons parce que ils se sont mis dans le gouvernement, ils parlent bien avec une certaine façon de parler très universitaire, bah, ils t'envoient la police et les juges. Mais je les emmerde, j'emmerde la police et j'emmerde les juges. Je suis dans mon bon droit, c'est-à-dire le droit d'empêcher les gens de finir handicapés. Voilà. Et eux sont des espèces de connards qui blessent les gens. Voilà, par ce qu'ils disent. Et Major Mouvement, qui a un discours qui n'est pas un discours mauvais, a rajouté, on se demande, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Pour plaire à ces gens-là, pour plaire aux zététiciens, à la mouvance. Hein, il a rajouté que oui, jusqu'à 20 kilos. Moi, j'ai dit, mais non, pas jusqu'à 20 kilos, jusqu'à 18 kilos 465 pour rentrer dans la bêtise. C'est très variable tout ça, tu vois. Globalement, tu ne te blesses pas en soulevant léger, donc, mais tu as plus de chances de te blesser en soulevant dos rond qu'en soulevant dos droit. Et tu as plus de chances de te blesser en soulevant lourd dos rond que de te blesser en soulevant lourd dos droit, alors que tu peux aussi te blesser en soulevant lourd dos droit. C'est des connards, c'est tout simplement des abrutis. Donc, c'est Internet, hein, qui génère ça, qui génère des gens qui vont à contresens pour faire parler d'eux. Tu vois, c'est comme des mythes modernes. C'est maintenant ils parlent euh, des non fragiles et de la mode du non fragile, c'est-à-dire on va aller pousser son corps dans des mouvements qui seraient considérés comme dangereux pour les renforcer dans ces positions-là. Donc tu vois des mecs qui font des sauts pieds joints sur l'extérieur de la cheville, regarde, j'y arrive. Il y a des cons qui vont les imiter et qui vont s'arracher tous les ligaments. C'est Mmh. pas parce que toi tu y arrives que les autres vont y arriver. Pourquoi tu veux que les gens fassent des mouvements dangereux, hein, pour se renforcer, hein, dans ces mouvements-là? Mais t'es gentil, mais il y en a 10 qui vont se renforcer, puis il y en a un qui va avoir une blessure grave. C'est un malade, tu vois. Et puis ceux qui vont se renforcer, possiblement, ils vont se niquer les chevilles. Vous êtes des malades. C'est des gens qui ne comprennent pas, tu vois. C'est des gens qui t'expliquent, qui te montrent, regarde, lui fait un soulevé de terre de rond. Je parle dessus parce que c'est quand même scandaleux. Hein. Moi, ils m'ont mis sur Conspiracy Watch avec l'argent de l'antiterrorisme, hein, pour avoir dénoncé cela, en m'attaquant homophobie, n'importe quoi, tu vois, les mecs euh, atteintes à la liberté de la presse. Je dis quoi? Je dis, mais attends, je dis simplement que vous êtes dangereux, tu vois, ce qui est réel, tu vois. Euh, ils m'ont mis avec l'argent, c'est-à-dire l'antiterrorisme, hein, pour des histoires de dons. Non, tu crois qu'on rigole? Non, non, on rigole pas, c'est la France. Non, on est chez les fous. Alors maintenant, après, tu as les antifragiles, des mecs qui lancent ça, c'est pour aller à contresens, tu vois. Alors Gundil, il dit laisse les faire, c'est la sélection naturelle. Ben oui, mais les jeunes, ils sont cons, tu vois. Euh, Tu laisses les faire. Oui, jusqu'au moment où les mecs ils vont se blesser gravement. C'est pas rigolo. Je veux dire, c'est des mecs qui risquent des handicaps à vie. Hein. C'est pas des mecs qui vont juste avoir une petite blessure. Hein. Tu vois, alors je sais que les jeunes, ils aiment bien être différents, mais là, tu pousses des gamins à faire des conneries pour essayer de faire ton intéressant, et souvent, c'est pour contredire le mec en place qui a un niveau et qui est là depuis longtemps. Donc nous, on est là depuis longtemps, on est en place, on ne dit pas de conneries en général. Hein. Donc, ne pouvant pas nous contredire sur ce qu'on dit, bah, ils inventent des contradictions ridicules, mais là, c'est des contradictions qui blessent le monde, qui blessent les gens. Et ils s'associent avec des mecs qui ont une relative puissance sur YouTube pour avoir plus de voix, sauf que ces gens qui sont payés par l'État fait que l'État paye des gens pour faire la promotion de conduite extrêmement dangereuse. On est vraiment dans un système de dingue. Hein. C'est YouTube, hein, aussi. Hein. C'est la Mmh. course à
abruti qui essayera de se montrer, de démonter. Alors, c'est comme les films, là, je regardais sur Netflix, c'est l'histoire de chimpanzés, tu vois, je sais pas, le royaume des chimpanzés, 4 épisodes, c'est très bien, c'est une histoire inventée, mais avec des vraies images, une histoire réelle, si tu veux, mais qu'ils ont reconstruite avec des images qui n'avaient rien à voir, mais on y croirait. Mais par contre, les images sont magnifiques, hein. Tu vois, bah, c'est toujours le, le, le mâle bêta qui essaye, au bêta alpha moins, ou bêta qui essaye de devenir alpha, qui essaye de remplacer l'alpha, même si l'alpha est bon, efficace, et même si l'autre n'est pas bon. C'est toujours comme ça. Donc, on va essayer de trouver à l'autre défaut pour essayer d'avoir sa place, tu vois. Donc, toutes les alliances sont bonnes, toutes les trahisons sont bonnes, tous les mensonges sont bons pour se faire passer pour des intellos et des mecs qui connaissent leur sujet alors qu'ils ne connaissent rien. T'imagines que ce sont des abrutis qui sont allés chercher une étude à 14 kilos, une à 11, pour en venir à la conclusion que on pouvait faire du dos rond à 200 kilos sans problème, voire à 300. Non mais attends, les mecs sont en train de te dire, c'est parce qu'ils n'ont pas pris en compte la progressivité dans la résistance des tissus, la résistance du corps. Je dis, mais les mecs, vous êtes des débiles, mais c'est les mythes modernes. Hein. La muscu, c'est la progressivité. La musculation, c'est commencer avec une barre de 10 kilos, de 5 kilos au biceps, pour finir avec une barre de 40, 50, 60. Tu vois, ça s'appelle la progressivité pour habituer tes os, tes muscles, tes tendons et tes fascias à prendre des charges de plus en plus importantes et à se développer en fonction de ce que tu fais. Ça s'appelle la progressivité. Je veux dire, c'est eux qui l'ont inventé, mais ça existe depuis Milo de Crotone. Milo de Crotone connaît l'histoire. C'est l'histoire du gars qui prenait un veau tous les jours sur son dos et tous les jours, il portait le veau jusqu'au moment où le veau est devenu un taureau. Et donc, il a fini par porter un taureau. Donc, il s'est habitué à porter un veau en croissance et il est devenu, c'est la musculation, hein. Ça s'appelle la progressivité. Et les mecs, ils inventent ça en disant les tissus se régénèrent. Oui, mais il y en a qui se régénèrent plus ou moins vite et plus ou moins bien. Si tu veux, les disques intervertébraux vont vite atteindre leur résistance et le fait que le rachis lombaire n'ait pas de sécurité dans la flexion antérieure va faire qu'avec un gros poids, tu risques de très graves blessures. Alors, la rotation, on est bloqué, hein. On est bloqué parce qu'on a une sélection qui a été faite là-dessus pour éviter d'avoir des blessures graves. Tu vois, on est des lanceurs, tu vois, c'est très intéressant. Puis le singe, lui, il n'a pas trop de problèmes, il ne bouge pas la taille, hein. Il a les os iliaques qui remontent très haut, il a une taille qui n'est pas mobile, il a un bassin très large, avec une grosse panse, ça ne bouge pas tout ça. Tu vois, mais il a 4 pattes, il ne se met pas de barre sur le dos. Puis il n'a pas besoin de se baisser, il a des grands bras, des petites jambes. Donc, déjà, quand il est debout, il a ses bras quasiment qui touchent le sol. Donc, il n'a pas les mêmes contraintes. Ok. Voilà. Et on entend aussi souvent par rapport aux morphologies qu'il en existe trois, donc endomorphe, mésomorphe, ectomorphe. Alors, Ça, c'est un c'est mensonge aussi pas ou... un mensonge, c'est pas totalement vrai. On va dire que Sheldon, c'était un mec qui avait eu le mérite pour la première fois de voir qu'il y avait eu, qui avait quand même l'influence du développement embryonnaire. Le ecto, c'est la peau et le système nerveux, c'est les cellules qui créent le petit embryon, tu vois, et après le fœtus, l'embryon et après le fœtus, et il y a une forme qui se met avec trois couches, et certaines couches vont donner plus le système digestif et les réserves graisseuses, une autre qui va donner le système nerveux et la peau, et l'autre qui va donner plus le système squelettique et musculaire, globalement, on va dire. Et il s'était aperçu qu'il y avait des prédominances. Ah non, elles sont justes, hein, ce sont des prédominances de développement, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et on peut parler d'adaptation, on va parler plutôt de génétique, hein, maintenant. Alors oui, ça marche bien puisque un endomorphe, c'est un mec qui est gras. En général, on retrouve tout le temps à peu près les mêmes types, hein. C'est une prédominance dans le développement du système digestif et des réserves, tu vois, et pas forcément un gros système musculaire, mais on peut être un peu de tout, hein. Ce qu'on appelle un ectomorphe, c'est des mecs tout secs et très nerveux, on en trouve, hein. Mais alors, ils sont souvent longilignes en Europe, mais du longiligne costaud, on en trouve en Islande avec le lait, hein, et, au nord. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte là-dedans. Donc, c'est quelque chose qui est dépassé, mais qui avait un côté un peu vrai.
bien que c'est dépassé, tu vois. Mais on peut les utiliser pour faire des classifications un peu pour les gens. Et puis mésomorphe, c'est un mec musclé, costaud avec un gros squelette. C'est souvent des mecs qui ont une prédominance musculaire et squelettique. Alors souvent, tout ça, c'est lié à des programmations hormonales aussi, hein, associées à la nutrition. Hein. C'est tout un ensemble qui joue. Mais c'est un peu dépassé tout en étant vrai. Tu comprends? Mais Ouais. Sheldon l'avait expliqué au début. C'est vrai que ce sont globalement les 3 types majoritaires qu'on rencontre, ecto, méso, endo, tu vois? Mais être longiligne, comme Sheldon disait, bah, tu peux avoir des longilignes gras et costauds, hein, comme on voit les strongmen, comme des longilignes tout secs et rachauds, hein, ce qu'on appelle l'ectomorphe pur pour Sheldon, tu vois? Comme on peut avoir, bah, en Afrique, souvent, tu as les pasteurs, les Dinka ou les Peuls qui sont des longilignes ectomorphes, hein, ectomorphes. Mais c'est pas pour les mêmes raisons. Il y a des raisons climatiques, il y a tout un ensemble de raisons qui jouent sur la morphologie, hein, et qui ne sont pas que les raisons de prédominance de développement de tel ou tel feuillet embryonnaire. Et du coup, maintenant, actuellement, est-ce qu'on a des classifications, comment dire, plus détaillées? Ah bah maintenant, il y a la génétique avec les séquenceurs. On sait à peu près pourquoi les gens sont gros, pourquoi les gens sont maigres, quel gène active quoi. Et, tu vois, c'est extrêmement intéressant. Hein. On est capable, avec un génome, quasiment maintenant, en étudiant un génome, parce qu'on a déjà étudié par analogie beaucoup de génomes, en étudiant les formes, les génomes. Quand tu vois que tous les mecs ont un grand nez, j'exagère, mais globalement, c'est quand tous les mecs ont un grand nez et qu'ils ont tel gène, tu peux te dire, et qu'ils ont tous le même gène, tu vois, ou l'absence de tel gène et ce gène, bah, tu peux dire que c'est parce qu'ils ont l'absence de gène et l'autre gène qui vont avoir le grand nez, tu vois. Donc c'est très caricatural ce que je te dis. Maintenant, on arrive à avoir une compréhension de la génétique. On arrive, en connaissant tout ça, avec juste un génome à étudier, à créer un portrait robot de l'individu, tu vois. C'est-à-dire, on saura qu'il est noir, qu'il aura tendance à être grand, qu'il aura les cheveux frisés, qu'il aura les yeux bleus ou verts, tu vois, qu'il a un nez épaté et qu'il a des petites oreilles, tu vois. Après, bien sûr, la vie permet, en fonction de ce que tu vis, d'exprimer ou de ne pas exprimer certains gènes. Mais on arrive à des niveaux maintenant de connaissance de la génétique grâce aux séquenceurs qui sont fabuleux. Hein, on peut trouver une poussière avec un morceau de génome dedans et rien d'autre, et te dire que tiens, ici, il y avait un néandertalien qui avait tendance à être dépressif, tu vois, et qui était obèse, qui avait tendance pas obèse, mais qui avait tendance à être gras, tu vois, et qui avait les yeux bleus, dans la poussière. Il y en a un qui est passé. Tu vois, c'est quand même fabuleux ce qu'on arrive à faire maintenant hein, avec l'étude de génome. Donc, quand on fait des études de génome, on peut même pousser le truc à étudier le génome d'un athlète pour voir à quoi il va répondre et à quoi il ne va pas répondre. Tu vois. Et Ouais. ça, c'est l'avenir. Mais ça demande des IA, hein, ça demande des séquenceurs ultra rapides, ils commencent à l'être, et puis une base de données monstrueuse sur laquelle des IA, hein, ce sont des programmes extrêmement performants, vont travailler pour voir quels sont les endroits où tu vas être performant et avec quoi tu vas te blesser. Et qu'est-ce que tu peux bouffer et quel est le maximum de tension que peuvent supporter tes tendons, tu vois. Après, il y a ta vie qui va te façonner aussi. Hein. Ouais. Il n'y a pas que il y a la programmation génétique, il y a ton éducation, il y a ce que tu as fait de ton corps, les connexions nerveuses que tu as créées pour être l'individu que tu es. C'est tout un ensemble. Donc finalement, on a 3 catégories de morphologie, mais c'est entre guillemets des allures. Après, c'est Ouais, spécifique. après, il y a un gros facteur hormonal, hein, mais ce gros facteur hormonal, il est lié aussi au développement fœtal, tu vois? Ouais. Et à ta programmation génétique. Et aussi, il est des fois pas lié qu'à la programmation génétique, hein, il est aussi lié des fois à l'imprégnation hormonale que tu as eue pendant ton développement, qui a généré chez toi certaines caractéristiques. Hein, l'imprégnation hormonale du développement du fœtus dans le ventre de la mère. Hein, si la mère a été, par exemple, a été plus ou moins a eu un taux d'estrogène ou un taux de certaines hormones plus ou moins élevé, qui est indépendant de ton développement génétique, tu vas
générer certains, ou certains comportements particuliers, certaines attirances particulières et même certains développements particuliers. Ouais, donc concrètement, en fait, on peut pas donner des classifications exactes, pour les morphologies, c'est pas possible. Jamais donner des classifications exactes, hein. Ouais, c'est Si, des dire: «Tu es noir, tu seras jamais bon en vélo». Il dit: «Non, il y a des noirs qui peuvent être très performants en vélo». «Tu es blanc, tu seras jamais bon en sprint». Non, il y a des blancs qui sont très bons en sprint, mmh, tu vois? Le maître, tu vois? Il y a des variations, il y a des mutations, il y a des variations, dans les ethnies, heu, il y a de l'épigénétique qui va activer, puis il y a le métissage. C'est un ensemble, hein. Voilà. mmh. J'aimerais, parler un peu de la morphologie, en rapport un peu avec le coaching. Est-ce que selon toi les coachs, les entraîneurs, tout ça, est-ce que pou tu penses que c'est essentiel d'analyser la Ah oui, morphologie des athlètes pour bah proposer des programmes d'entraînement, adaptés? bah oui, ne serait-ce que sur la taille des leviers. Si tu es un longiligne et tu t'amuses à lui faire du squat tout en bas, cul par terre, c'est pas tellement adapté. Je veux dire, c'est, la position, sauf si lui, il le trouve agréable, hein, il a pas mal. Si lui aime bien, il y a des gens très souples des chevilles qui vont pouvoir le faire, mais globalement, c'est pas forcément agréable, hein. Tu vois, t'amuser à faire lever les bras à un gars qui a un blocage au niveau de la poussée antérieure parce qu'il a un acromion plus ou moins couvrant, tu vois, à cause de sa morphologie, hein, et pas une grande bascule des omoplates, hein, à cause de sa morphologie de la ceinture scapulaire, c'est que tu es un mauvais coach. Il faut quand même adapter les mouvements en fonction de l'individu que tu as, tu vois. Et puis aussi, des fois, de son origine ethnique. Ah oui, tu es raciste. Et non, non, ça n'a rien à voir avec le racisme. C'est c'est évident que il y a des gens qui, bah, les noirs sont beaucoup plus tendineux. Par exemple, sur les mollets, développer un mollet sur une presse debout pour un Africain, tu vois, avec ses longs mollets, pas tous, hein, il y en a qui ont des gros mollets comme les Camerounais, il y a beaucoup de, comme les Européens, il y en a qui ont des mollets plus ou moins gros. Quand tu vas en Europe centrale, ils ont souvent tous des mollets énormes. Pas tous, mais c'est très fréquent, tu vois. En Afrique, les Camerounais, les mecs des forêts, les brossards, ils ont souvent des bons mollets. Après, tu as tous les Sahéliens, ils en ont pas. Et puis à l'ouest, ils en ont pas. À l'est, complètement, ils en ont pas. Tu vois. Mais vouloir faire développer du muscle sur des machines à mollets en leur mettant du poids, alors que c'est le tendon qui va faire juste, qui va récupérer l'énergie de la descente et remonter, le mec, il va pas avoir une réelle contraction. Donc, il faut essayer de trouver un angle où il va pas étendre complètement son, son tendon du triceps sural et essayer de travailler le solaire en contraction uniquement et non en étirement, tu vois. Mais il faudra continuer à faire de l'étirement pour pas qu'il perde de la mobilité, qu'il se blesse. C'est tout ça, c'est tout un ensemble, hein, qui Ouais. varie en fonction des gens, des ethnies, euh, de l'âge, de ce que désire l'athlète, tu vois, pas que l'athlète, hein, des fois le type qui est entraîné, hein. Ouais, mais selon toi, ce serait quoi les quels seraient les fondamentaux à prendre en compte, sur la morphologie pour, avoir disons les bases pour après proposer un programme, d'entraînement? Parce qu'il y a Les plein de leviers, paramètres. étudier les leviers de l'individu, tu vois. Étudier la mobilité de ses épaules, la longueur de ses segments, et voir lequel des mouvements où il va être, où il va avoir le plus de facilité, de plaisir, tu vois. Ce qui ne veut pas dire qu'on va pas faire du squat complet. Du squat complet lourd quand tu es longiligne, c'est pas très bon, tu vois. C'est pas très bon, c'est pas très adapté, il peut le faire. Il Ouais, soulevé de terre, bah, un longiligne va souvent avoir moins de problèmes. Ses grands bras vont aller chercher la taille, mais si évidemment il a des grandes jambes et des petits bras, ça posait des problèmes. Tu vois? Mais bon, s'il a un petit buste, il a des grandes jambes, un petit buste, mais avec ses petits bras, il a pas beaucoup de porte-à-faux aussi, tu vois? C'est tout un ensemble de connaissances de mécanique, donc de biomécanique, pour savoir où le mec va avoir des tensions plus ou moins importantes en fonction de sa morphologie des segments, segmentaires, quoi, tu vois? ouais, donc parce que sur internet, bah, tu as peut-être remarqué aussi, mais il y en a beaucoup qui proposent des programmes d'entraînement, comme ça, sans vraiment connaître les personnes, mais c'est c'est risqué quoi après pour les Ce qui est mieux, c'est d'avoir la personne sous les yeux, hein. ouais. Et maintenant avec internet, il y a tout qui se fait sur internet, il y en a, ils Ouais, mais proposent des personnes. ce qui est encore mieux, c'est de l'avoir la personne au toucher, tu vois? De la voir en réel, Ouais, tu vois? C'est sûr qu'on remplacera jamais, le contact. On peut le faire à distance, mais le contact, c'est bien à distance. Mais le contact, c'est encore mieux pour voir à qui tu entraînes, tu vois? Après, moi, je suis pas coach, hein. ouais, ouais, mais il y a quand même des ouais, bah, du bon sens quoi. Bah, il y a du bon sens, hein. Mmh, Je suis pas coach, hein. ouais et pour certaines personnes qui ont des points forts,
comment ils pourraient équilibrer leur programme d'entraînement pour maintenir leurs points forts et quand même développer leurs points faibles? On dit tout le temps, tu commences par travailler tes points faibles quand tu as de l'énergie. Puis après, tu passes à tes points forts. Et puis tu travailles 2 fois plus tes points faibles que tes points forts. Tout Un point simplement. fort, ça perd pas beaucoup, hein, quand tu arrêtes. Donc tu peux te permettre de ralentir sur le point fort, pour travailler plus le point faible. C'est une Ouais. base, hein, c'est idiot, hein. Et par exemple, quand tu fais un programme, admettons un programme, enfin une séance, push, si tu commences par si tu as un point faible triceps, c'est mon cas ça par exemple et moi j'ai un point fort pec. Si tu bombardes les triceps en début de séance, après quand tu vas pousser, tu vas avoir quand même une diminution des charges, tout ça, surtout pour les gros exos de poussée pour les pecs, quoi. Bah oui, mais c'est pas grave, tu as déjà des pecs. Tu fais du coucher serré, c'est bien, comme ça tu vas développer tes triceps. Ouais, Bah ouais, ouais, tu fais les mouvements, pour tes points faibles. Si tu as pas de triceps, bah, tu commences par les triceps. Et après tu fais tes pecs, c'est pas grave, hein. Tu es pas en compétition de power. Après, si tu fais du power, c'est une autre chose. Si tu fais de la force, si tu essayes de battre des records, on est dans un autre domaine, si tu veux. Le point ouais, faible, le point fort, ça joue, mais on va travailler les points faibles pour essayer d'être plus fort, pas pour essayer d'être plus gros. Il faut ouais, c'est absolument pas perdre au point fort. Il faut les surbosser en plus. Donc tu vas surbosser les points forts et en plus essayer de prendre sur les points faibles, tu vois? Pour être performant. mmh, Alors qu'en esthétique, en body, si tu bosses trop le point fort, tu vas être moche, quoi. Donc tu vas essayer de moins bosser le point fort pour plus bosser le point faible pour être harmonieux, puisque le but de la musculation, du body, c'est d'être harmonieux. Après, Gundy, là, comme il dit, il fait des body constructions. Lui, ce qu'il veut, c'est être en bonne santé, et bien fait, mais il ne fait pas de compétition. ouais et justement pour garder en bonne santé, comment on pourrait, adapter nos programmes d'entraînement par rapport aux années, par rapport avec l'âge? Est-ce que tu penses qu'il faudrait, diminuer l'intensité, diminuer le volume de travail, adapter les Bon, exercices? la vie va te le faire diminuer obligatoirement, hein. T'inquiète pas, tu vas pas pouvoir conserver si tu veux conserver la même intensité que tu as à 20 ans à 56, tu risques de rapidement te blesser, tu vois? Heu, donc c'est pas tout à fait la même chose. La vie se chargera de te l'apprendre. Bon, tu fais en fonction de ton âge, tu vois? Tu cibles, tu récupères moins vite en général, heu, donc tu cibles. Bon, d'un autre côté, les maladies les maladies, les cancers, sont moins fulgurants avec l'âge. C'est génial, mais tu en as plus, tu Ouais, vois? Et quand tu en as un jeune, c'est la merde, tu vois? Puisque les cellules se reproduisent plus vite. Non, non, bah, et ce qu'il faut, c'est adapter ton entraînement. C'est pas évident, hein. Essayer de pas te fatiguer trop, t'arrêter, quand tu te sens fatigué, ne pas rajouter de séries quand tu es, du toujours plus, c'est pas forcément bien et du pas assez, c'est pas bien non plus, tu vois? Tout ça, c'est ce que tu apprends avec le temps et c'est assez dur, hein. De toute façon, tu finis par te dégrader et mourir, hein. Après un certain moment, on ne fait que ralentir la chute. ouais. Et est-ce que utiliser des les élastiques et les poulies, c'est moins traumatisant après par rapport au poids libre? Bah, ça dépend quel exercice de poids libre que tu fais. Tout ça, de la flexion de bras, biceps, bof, ça va, tu vas pas te niquer non plus, hein, Ouais, tu vois? Tout ça, c'est très, très variable, tu vois? C'est sûr que certains mouvements à la poulie sont agréables à faire quand tu les prends, avec des poids, c'est pas la même contrainte, c'est plus doux, c'est une résistance progressive, une résistance constante plutôt. Quand tu fais un poids, tu peux avoir une résistance qui est, ré dégressive ou progressive. Qui est pas forcément adapté, à l'exercice, au bon ressenti du muscle ou bon travail. C'est sûr qu'une résistance constante à la poulie, ça peut être pas mal aussi, tu vois? mmh, Mais ça, c'est en fonction de ton ressenti, des muscles du travail. Il y a tellement de mouvements, tellement d'angles et tellement de morphologie, tout ça, ça se travaille. Ça se comprend sur les années, même par rapport à toi. Ton entraînement, c'est pas celui du voisin. C'est pour ça ouais, que quand les coachs te sortent des carnets avec ça c'est pour toi, ça c'est pour ci, tout le monde a la même chose. Tu vois? Mais non, tout le monde peut pas avoir la même chose. Déjà faire un programme pour quelqu'un, c'est pas évident, tu vois?
Ouais, Alors sortir le programme à tout le monde, pas bon, quoi. d'où le fait de bien connaître, de bien se connaître soi-même et bien connaître les sportifs qu'on entraîne si on est entraîneur, quoi. Bah oui, voilà, faut avoir une bonne connaissance générale, tu vois? Ouais. Comme les zététiciens, te raconter des conneries, la morphologie n'a aucune influence sur le risque de blessure, tu vois? Ils disent ça? Ah bah oui, ils ont dit ça. Ah Ils ouais. et quand j'ai été attaqué, ils se sont foutus de ma gueule. Les mecs, ils ont dit, dans de PubMed, c'est ça, publication médicale ou Science Med, je me souviens plus: «Il n'y a aucune étude qui prouve que la morphologie a une incidence sur le risque de blessure». J'ai dit: «Mais c'est la base de l'enseignement de la traumatologie et de l'orthopédie». Ils sont fous et c'est pas en sport, c'est dans la vie de tous les jours en plus, tu vois? Alors tu imagines maintenant en sport où les contraintes sont augmentées parce qu'on cherche la performance. Ils sont fous les mecs. Ouais. C'est c'est des platistes, c'est l'équivalent des platistes. Alors, quand tu à la ils sont ils disent: «Les zététiques sont à la science ce que les platistes sont à la géographie». C'est la vérité et pour ça, j'ai les juges, ah oui, parce que j'ai été attaqué là-dessus. J'ai les ils m'envoient les flics pour avoir dit ça. Les Ah la vache. flics, commission rogatoire. Non, je te jure. Voilà. Alors, je peux dire, tu vois, connard de flic, je t'emmerde, quoi. Connard de juge, je t'emmerde. Tu m'attaques pour des si tu veux, connard de juge, je n'irai jamais en ta faveur pour te faire plaisir, dire, hein, tu m'attaques, tu as même pas lu ce qu'il me reprochait, dire que la terre est plate, tu vois? C'était au même niveau ou que je là, ce que tu as dit, c'est tu nies que la mécanique issue, en fin de compte, qui s'appuie sur la physique newtonienne, tu nies que la mécanique existe et que et tu nies la physique newtonienne. Donc j'ai des flics et des juges qui nient la physique newtonienne. Donc les lois de la pesanteur, tu vois, donc qui Ouais. génèrent les règles de la mécanique, tu vois, newtonienne, hein, pesanteur, la pomme. Zététique. Tu as un flic qui vient pour ça, tu vois. Chez toi? Parce que moi j'ai quoi? Chez toi? Il Non, vient chez non, toi? il me Ah contacte ouais, il te par internet, contacte. Ah ils ont le ouais. téléphone. Non mais attends, la France en est arrivée à un niveau, où on fait des procès, comme des procès de sorcières, tu vois? Mmh. C'est un truc du mais attendez les mecs, moi je les ai, ils m'ont attaqué là-dessus, hein. C'est pour ça que je dis que c'est des connards. «Ah vous pouvez pas le dire, hein?» Mais je dis: «Mais si, c'est des connards. Des tu vas pas me faire dire que des mecs qui m'attaquent en niant les lois de la physique sont des mecs normaux, surtout quand ils sont payés par l'État». Tu vois? Ce sont des malades. On est au Moyen Âge et les mecs se disent de la science, hein, des bunkers. Ils ont tout débunké avec moi, ils ont planté complètement, ils ont fait l'inverse, mais ils veulent pas l'admettre. Ouais. Ah non, parce que quand tu dis ça, je te l'ai montré la vidéo, quand tu dis ça, heu, tu dis: «C'est pas possible». Mais si! Et je te jure, c'est la France. C'est les mecs ont dit ça, tu vois? Et Ouais. quand je leur dis: «Ce sont des abrutis», ils m'envoient les mais ça me fait rire, tu vois? Ils m'envoient les juges. Il m'envoie les alors c'est un pauvre juge, c'est une commission radiatoire, sûrement il doit avoir des copains, il est passé parce qu'il doit avoir des aides, je sais pas, parce que normalement ça passe pas un truc comme ça, je sais pas, des associations de francs-maçons, des trucs comme ça, je sais pas, tu vois? Mais c'est des trucs complètement délirants. On est dans le délirant de chez délirant. Moi, de ma vie, j'ai jamais vu ça, tu vois? Ouais, ouais, c'est C'était pas en normal. France, hein. Bah, c'est pas normal, c'est un truc de fou furieux, quoi. Ouais. Mmh. Attends, Ouais. Il faut faire attention à sa tu veux que je te le morphologie montre? parce que c'est Tiens, à tu cause l'écoutes? de sa morphologie qu'on va pouvoir avoir plus de certaines blessures, alors que ça n'est pas supporté par la littérature. Il n'y a absolument rien qui appuie ça. Il y a des données, les données ne mettent jamais en avant la morphologie. Il n'y a personne qui me dit, écoute Frédéric, je suis désolé, mais Les mecs payent par l'État, hein. c'est toi avant de dire des trucs. Aux États-Unis, un laboratoire de recherche a tenté de quantifier tout ça. Ils ont mesuré la vitesse des changements de direction. Conclusion, les joueurs de petite taille ont tendance à changer de direction environ 8% plus vite que les grands. Le risque aussi, c'est qu'un joueur très grand ne puisse plus jouer, qu'il se blesse. C'est ce qui est arrivé au célèbre joueur chinois Morphologie, hein. de 1m29. Il est Et des remarqué études. pour son talent fou, mais aussi ses blessures à répétition, qui l'obligent finalement à stopper sa carrière. Plus largement, tout ça a contraint beaucoup de seven-footers à des choix de carrière limités. Voilà. On va faire un montage pour bien montrer que c'est la folie. Voilà. Les mecs m'attaquent là-dessus. Geek and Non Fit, mais ouais, Geek and Fit, il dit, c'est un mais les mecs zététicien, Geek and Fit? ouais, ouais, mais oui, c'est un des physiciens. Mais
Attends, est-ce que tu te rends compte de ce qu'ils viennent de dire, les mecs, là? Oui, tu Oui. rigoles? Oui, mais moi, j'ai les juges. Dis, les mecs, non, mais attends, ils m'ont mis sur Conspiracy Watch. On est au Moyen Âge. Les mecs, les gens, vous rigolez, mais ne rigolez pas. C'est la France. Tu sais ce que ça veut dire? Ça s'appelle la négation des lois newtoniennes, la physique Mmh. newtonienne. Elle ne s'applique pas partout. Il y a la physique quantique, il y a des variations. On est en pleine découverte, mais elle s'applique dans le macroscopique. Mmh. C'est des fous. C'est des Ouais. fous. Tu as bien Bon, vu? Tu ouais, rigoles. Personne ne croit quand je dis ça. On dit, mais non, de l'avillement. Je dis, non, non, je ne mens pas. Ils m'ont attaqué là-dessus. Ils ne ouais. sont pas. Bah écoute, bon, bah, du coup, on arrive sur la fin du podcast. Bah, je te dis merci beaucoup pour ton temps OK. et pour les connaissances que tu nous as partagées. Mmh. J'essaye de parler de tout, hein, mais bon, après, c'est pas évident, hein, la morphologie. Il faut avoir les gens pour bien faire une étude de morphologie d'un individu, c'est pas évident non plus, hein. On Ouais, peut rentrer dans les grandes lignes. Après, ça varie, en fonction de ce que veut faire l'individu, la longueur de ses segments, la résistance des matériaux, propres à chaque individu, tu vois? Tout ça est très ouais, variable et de la conformation des articulations, c'est un ensemble assez complexe. C'est ouais. simple dans les mécanismes, mais c'est complexe parce qu'il y a beaucoup d'articulations, tu vois? Et il y a beaucoup de mouvements différents. Donc voilà, et il y a beaucoup d'individus qui ont tous des particularités. Il y a des généralités, on a tous 2 jambes, 2 bras, on est tous taillés à peu près pour la même chose, donc marcher debout, heu, courir un peu, lever les bras, s'asseoir, s'allonger, dormir. Mais bon, après il y a quand même des variations et c'est pas évident de toutes les comprendre et toutes les connaître. Déjà les connaître et ensuite les comprendre. Ouais, c'est sûr. Mais bon, tu as donné pas mal d'exemples, du coup, c'est parlant. Bah, c'est la base, hein. C'est la Ouais, base, c'est la base d'un bon coach. Tu vois? Après un bon coach, c'est aussi un psychologue, quelqu'un qui connaît la programmation, quelqu'un qui connaît la nutrition. C'est un vaste ensemble. Il y a des coachs qui sont spécialisés en nutrition, en programmation, d'autres en bioméca. Puis quelquefois, il y en a qui font l'ensemble, c'est assez rare. ouais. Ouais, ouais, tout à fait d'accord. Ouais, un coach, il doit avoir des connaissances dans plein de domaines différents, Voilà, complémentaires. Bah voilà. écoute, je te remercie encore une fois et OK, bah, je te souhaite une très bonne soirée. OK. Au revoir, bonne soirée. Au Bonne soirée revoir, à tous. merci. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à laisser une évaluation au podcast. Vous pouvez retrouver Frédéric Delavier sur les réseaux avec les informations en description. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.